Nous devons nous engager à fond dans la voie du changement. Cette citation de l'homme politique français Jacques Charbon-Delmas trace bien le chemin de notre invité. Né à Montréal, mon invité est la fille aînée de professeurs originaires d'Haïti qui se sont distingués par leurs engagements sociaux et politiques. Tour à tour ingénieure, femme d'affaires et politicienne, elle a été reconnue comme l'une des 50 leaders de demain du monde des affaires et l'une des 15 femmes qui feront bouger le Québec. Mon invité, Dominique Anglade. Madame Dominique Anglade, merci de nous accueillir sur votre lieu de travail. Où sommes-nous en ce moment? Vous êtes chez Montréal International, où il y a d'ailleurs les trois A, ambition, audace, ardeur. Vous êtes dans un lieu où on essaie d'avoir un impact au quotidien sur l'économie de la région métropolitaine. Voilà. Que représente ce lieu pour vous? Eh bien, c'est mon lieu de travail, donc c'est un lieu dans lequel j'ai beaucoup de plaisir. C'est aussi à l'intersection du centre-ville de Montréal, du Vieux-Montréal, donc des endroits importants pour la région, pour toute la région. Pour moi, c'est synonyme d'audace et c'est synonyme de plaisir. Depuis votre enfance, vous êtes impliqué dans la collectivité. D'où vient cet intérêt pour l'engagement communautaire? Très certainement transmis par mes parents, et puis il doit y avoir de la génétique là-dedans aussi. Mais comme vous savez, mes parents étaient haïtiens. Et mes parents haïtiens et engagés également. Mon père a été prisonnier politique sous le régime des Duvalier. Donc, mes parents ont vécu au Québec parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, en fait. Et quelque part, ils ont toujours travaillé pour faire en sorte d'avoir un impact sur leur société. Je crois que ça m'a été transmis par mes deux parents. Ma mère était une femme féministe très engagée. C'est d'ailleurs une de celles qui a écrit un des premiers livres sur le rôle des femmes en Haïti et l'impact économique que ces femmes ont sur la société haïtienne. Donc, très, très jeune, j'ai été sensibilisée à ces causes et ces formes d'engagement. Donc, je pense que je suis dans la lignée de mes parents. Vous avez fait des études dans l'ingénierie. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le domaine de la scientifique? Le côté fort pratique du génie m'a attirée. D'abord parce que, vous savez, quand on vient d'une famille haïtienne, de professionnels, on encourage les gens à être ingénieurs, avocats, médecins, infirmières. Bon, c'est des rôles traditionnels que l'on va retrouver dans un type de famille professionnelle haïtienne. Donc, pas du tout encouragé à être nécessairement entrepreneur ou faire des affaires. Donc, moi, dans ma tête, j'avais trois choix, la médecine, le génie ou le droit. Le droit, je pensais qu'il y avait beaucoup trop de lecture. La santé, ça ne marchait pas du tout pour moi parce que la biologie, je ne comprenais pas grand-chose en biologie. Donc, il ne restait que le génie. Et j'aimais beaucoup la physique, j'aimais beaucoup les maths. Et c'est un bon mélange pour moi en termes d'opportunité aussi de me dire qu'après mon bac, je pouvais avoir un diplôme professionnel puis travailler. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour le génie. Très tôt, j'ai su que j'allais faire ça. Est-ce que ça a été facile pour vous de faire votre place en tant qu'ingénieur dans un domaine qui était réservé aux hommes? Est-ce que ça a été facile? Je suis une personne qui travaille très fort. Alors, j'ai toujours beaucoup travaillé et j'ai particulièrement travaillé entre 20 et 30 ans. Et donc, avec le travail et avec, évidemment, bon, les habiletés que j'ai, la facilité que j'ai d'entrer en relation avec les gens, etc., ça a peut-être été plus facile, mais il reste qu'il y a eu énormément de travail que j'ai dû mettre quand même pour arriver à atteindre mes objectifs. Là, j'ai pas chômé. Je ne vais pas dire que j'ai chômé, j'ai pas chômé, j'ai travaillé très fort quand même. Donc, au moins, il y avait la possibilité aussi de réussir pour moi. C'est surtout ça l'important. Je considère que le travail est une vertu et donc je m'encourageais à le faire. Mais au bout du compte, ça menait à des résultats et j'en suis très contente. Vous avez gravi les échelons rapidement, entre autres en dirigeant les opérations d'une centaine d'employés, 2 ans après la fin de vos études. Racontez-nous.
Quand je suis arrivée chez Procter Gamble, je dis souvent ça, j'étais 4 fois une minorité chez Procter Gamble. J'étais francophone dans un milieu anglophone, j'étais une jeune hein, dans un milieu qui était beaucoup plus âgé que moi, femme, minorité visible. J'étais 4 fois une minorité et donc c'est un endroit où j'allais connaître beaucoup de défis. Cela dit, je me souviens, j'avais dit à mon patron, bon, combien de temps ça va prendre pour que je sois promue? Et mon patron m'avait dit, ben écoute, normalement, ça prend 4 ans. J'ai dit, moi, je veux être celle qui va être promue le plus rapidement. Qu'est-ce que je dois faire? Et pendant les premières années, je lui ai toujours dit, je veux que tu me donnes des défis, là, pour qu'à la fin de l'année, tu me dises, bon, j'ai pas le choix que de t'encourager, de te dire que tu vas être promue rapidement. Donc, je me souviens que j'avais beaucoup donné de devoirs à mon propre patron, en fait, pour qu'il puisse me donner... pour qu'il puisse être responsable de l'échec s'il y avait échec. Il n'y a pas eu échec, j'ai été promue et c'est comme ça que j'ai eu ce poste-là assez jeune, à 24 ans en fait, assez jeune chez Procter Gamble. Parallèlement à votre travail, vous avez complété une maîtrise en administration des affaires. Est-ce que c'était pour amorcer un changement de carrière? Je pense que j'avais 15 ans quand j'ai su que j'allais faire une maîtrise en administration des affaires. Donc, c'est une suite logique. Je me dis, bon, mon plan, je vais faire le génie, je vais travailler, après ça, je vais faire mon MBA. C'est très clair dans ma tête. Pourquoi? Parce que ça me donnait d'autres outils que je n'avais pas entre les mains en termes de gestion, mais surtout en termes de connaissances plutôt techniques, hein, la comptabilité, les chiffres, les états financiers, comprendre des enjeux macro, micro d'un point de vue économique. Donc, je n'avais pas fait d'études là-dedans. Donc, c'était juste pour me donner cette base qui allait être nécessaire pour la compréhension d'enjeux plus larges. Plus tard, vous avez été recruté par la firme McKinsey pour conseiller plusieurs dirigeants de grandes entreprises. En quoi consiste ce travail? Bien, McKinsey, c'est la plus grande firme de consultation au monde. Et elle accompagne les hauts dirigeants d'entreprises dans souvent les transformations que ces entreprises ont à faire et les décisions stratégiques qu'elles ont à prendre. Et donc, quand on rentre chez McKinsey, tout le monde fait un peu le même travail. Hein. Tu rentres, tu es analyste, ensuite tu es consultant, et puis bon, tu gravis les échelons. C'est un travail d'accompagnement, c'est un travail exigeant d'un point de vue temps. Tu passes beaucoup d'heures à travailler avec les entreprises, de longues heures. C'est un travail aussi qui est très stimulant d'un point de vue intellectuel parce que tu es toujours face à des problèmes qu'il faut régler et qui ne sont pas si faciles, parce que si les problèmes étaient faciles, bien, la compagnie ne serait pas venue te voir pour que tu l'aides. Alors, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue intellectuel, c'est très enrichissant comme environnement. Et là aussi, j'ai eu bien du plaisir. Est-ce que c'est cet intérêt pour la transformation majeure des organisations qui vous a poussé à faire, je dirais, le saut en politique? Bien, en fait, certainement, sans doute, parce que... comme je dis, tout ce qui me motive dans la vie, c'est vraiment la capacité d'avoir un impact. Et quand je regarde le travail qu'on fait chez Montréal International, je suis arrivée là, on a fait un plan stratégique ensemble, l'équipe a fait un plan stratégique sous le thème de l'ambition, de l'audace et de l'ardeur, les 3 A dont je parlais tout à l'heure. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de transformer quelque peu cette organisation pour qu'elle soit ambitieuse, pour qu'elle soit audacieuse, pour qu'on puisse avoir un impact plus marqué avec des résultats tangibles sur la métropole. Bien, partout où je vais, c'est un peu ça que j'essaie de faire, parce que c'est ça qui me motive et qui me permet de nous dépasser. Puis pas juste moi, parce que chacun puisse trouver sa place pour sentir qu'il est suffisamment stimulé et qu'il se dépasse. En politique, c'est un peu la même chose. J'avais l'opportunité d'aller dans un parti qui n'était même pas créé, en fait, puis de participer à la création de ce parti-là et d'essayer d'avoir un impact sur la société. Je trouvais ça fascinant. Et puis, j'ai fait le saut sans trop réfléchir, parce qu'en politique, il ne faut pas trop réfléchir avant d'y aller, sinon personne n'y va. Alors, il faut que tu te dises, bon, ben, je m'essaye, je tente ma chance, et puis on voit de quelle manière je suis capable d'avoir un impact. Et la politique, pour ça, c'est fascinant. Vous étiez membre de plusieurs conseils d'administration et impliqué au sein de plusieurs organisations. En quoi est-ce que important pour un jeune homme ou femme d'affaires de s'impliquer au sein de sa communauté? Mais, c'est pas obligatoire, mais j'estime, dans mes valeurs profondes, que si on a la capacité de redonner à la société, vient avec cette capacité une responsabilité de redonner. Parce que il y a 2 choses dans la vie qui déterminent l'avenir d'un enfant. En fait, 2 choses. Le pays dans lequel il naît et les parents qu'il a. Ce sont les 2 choses, les 2 déterminants fondamentaux. Et pour moi, quand on a eu la chance d'être né au Canada, quand on a la chance d'avoir les parents que j'ai eus, je n'ai pas le choix que de redonner à la société.
j'ai pas ce choix. Ce choix-là ne m'appartient même pas. C'est une obligation. On doit quand même constater que c'est une chance que d'avoir eu ce que j'ai eu. Et très peu de personnes, la grande majorité des gens dans le monde n'ont pas cette chance-là. Alors, je ne peux pas regarder les autres et me dire « Ah, ben moi, j'ai eu cette chance et puis on laisse tomber. » Au contraire, on a cette responsabilité de redonner à la société. Et je me sens, tous les jours, je me dis « Ah, mais il faudrait peut-être que j'en fasse un peu plus. » J'essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire un peu plus pour aider à améliorer le sort. Et en fait, l'objectif ultime, c'est d'essayer de faire en sorte que ces différences, qui sont des différences qui arrivent à la naissance, soient finalement minimisées avec le temps par une justice sociale plus grande, par une justice d'équité, en fait, une équité plus grande dans notre société. En 2014, le Forum économique mondial vous a inclus dans la liste de jeunes leaders de moins de 40 ans, d'un peu partout à travers le monde. Quel effet cela vous a fait de recevoir cette mention? Ben, j'étais contente. Puis je trouvais que par rapport à d'autres prix ou d'autres mentions, celui-là arrivait un peu avec une responsabilité qui était associée. C'est de voir que pendant 5 ans, tu es supposé t'impliquer là-dedans et tu es supposé de faire quelque chose avec ça. Et j'ai trouvé ça stimulant parce que je me suis dit, bon, comment est-ce que je vais utiliser cet honneur qu'on me fait pour créer quelque chose, pour avoir un impact plus important. Et je n'ai pas réponse à ma question encore. Ça, c'est l'autre problème. Je n'ai pas encore trouvé réponse à cette question-ci. Il me manque de temps. Mais j'ai cette association entre le prix et la nécessité d'en faire quelque chose. Je trouvais que c'était un élément particulièrement original, en fait, par rapport à d'autres mentions qu'on peut recevoir ou d'autres prix qu'on peut recevoir. Depuis 2013, vous êtes PDG de Montréal International. Que fait cette organisation? En quoi consiste votre travail? Montréal International, c'est l'organisation, c'est un moteur de création de richesse. Et la richesse, elle est créée chez nous en attirant de la richesse de l'international vers Montréal. La richesse internationale, c'est quoi? Ce sont des entreprises, ce sont des organisations internationales, ce sont des individus. Alors, Montréal International, son objectif, c'est, quand on prend les investissements directs étrangers, il existe sur le territoire de la métropole 2000 filiales étrangères. L'objectif est qu'il y en ait plus et que celles qui existent prennent de l'expansion. Bon an, mal an, on a réussi dans les années passées à chercher 600-700 millions de dollars d'investissements directs étrangers pour Montréal. Ce qu'on espère faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on arrive à faire, je pense, c'est de tendre vers le haut et de doubler les résultats sur une période de 4 ou 5 ans. Du côté des organisations internationales, nous avons à Montréal 62 organisations internationales, comme l'Institut de la statistique de l'UNESCO, comme l'OACI, comme l'Agence mondiale antidopage. Donc, ces organisations internationales ont un rayonnement, justement, global, mondial, et elles permettent à Montréal d'être sur l'échiquier politique, économique, à différents niveaux. Et je vous dirais qu'on est en fait la capitale canadienne des organisations internationales, puisque Toronto n'a que 34 organisations internationales, Vancouver en a 14, donc Montréal est vraiment une plaque tournante pour ce domaine-là. Puis finalement, il y a les talents stratégiques également que l'on aide à recruter à l'extérieur de nos frontières pour combler des postes extrêmement spécifiques et pour lesquels on n'a pas les talents en nombre suffisant pour remplir ces rôles-là. Compte tenu de votre parcours professionnel, est-ce que votre intégration professionnelle dans la société québécoise a été facile? Dans la mesure où je suis née au Québec, j'ai grandi au Québec, je viens de Montréal. Donc, est-ce que j'ai connu des moments où j'ai trouvé mon intégration difficile? Je ne peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Est-ce que j'ai travaillé fort pour que ça marche? Absolument. Alors, mais la réalité, c'est que ce n'est pas vrai que dans la communauté en général, l'intégration se fait facilement. Ce n'est pas donné à tout le monde de vivre des expériences qui soient nécessairement positives. On a des enjeux au Québec qu'il faut mettre sur la table en termes d'intégration. Il faut qu'on améliore le niveau d'intégration des immigrants en général, de première génération, de deuxième génération certainement. Il y a des enjeux qui sont importants. Je ne peux pas dire que ça a été nécessairement mon cas, mais je suis très consciente des enjeux par ailleurs.
Donc, on ne peut pas réussir sans effort, surtout pour un immigrant quand même. Mais c'est sûr que vous parlez... Tout niveau de diversité que vous amenez en plus dans l'équation amène un niveau de complexité supérieur. Il n'y a pas de doute là-dedans. Pour une femme noire, c'est plus difficile que pour une femme qui va être blanche. C'est plus difficile que pour un homme qui est blanc. Je veux dire, c'est clair. Il y a pas de... La diversité amène un niveau de complexité et puis il faut apprendre à gérer ce niveau de complexité-là. C'est plus difficile, c'est une vérité de la palisse et j'aurai ce débat-là avec n'importe qui veut l'avoir, mais on a des enjeux, il faut travailler là-dessus. Vous aimez ce que vous faites? J'adore ce que je fais. Je ne le ferais pas si je n'aimais pas ça. Il n'y a pas grand-chose dans la vie que je fais que je n'aime pas. Tout ce que je n'aime pas faire, je ne le fais pas. Je l'élimine de ma vie. C'est parfait, ça. Qu'on soit fier de cette histoire. Moi, je suis très fière d'être d'origine haïtienne. Je suis très fière de tout ce qu'Haïti a fait pour le reste du monde, comme j'en parlais tout à l'heure. Et on ne le dit pas suffisamment.